Madame, Monsieur, ami de Port-Royal, étant âgé de 14 ans et ayant perdu mon père et ma mère, je sentis une inclination extraordinaire pour la guerre et je résolus de commencer à en apprendre le métier. Je pris résolution de m'en aller à Paris et de pousser moi-même ma fortune aussi loin que je pourrais. Mon oncle me donna un petit cheval et avec cet équipage de cadets, je partis, après avoir pris congé de mes parents, pour m'en aller à Paris. Ainsi commencent les mémoires de Monsieur de Pontis, cadet de Provence, qui n'est pas sans rappeler certains cadets de Gascogne dont Alexandre Dumas a fait la renommée. C'est en 1676 que paraissent à Paris chez Guillaume Després les mémoires du sieur de Pontis, officier des armées du roi. Divisés en 2 volumes, ces mémoires n'ont pas été rédigées par leurs protagonistes, mais sont le fruit de longs entretiens accordés par Louis de Pontis, alors âgé de 77 ans et solitaire à Port-Royal, au jeune Pierre Thomas Dufossé, 23 ans, ancien élève des petites écoles, demeuré à Port-Royal. Réticent à se livrer au départ, Pontis acceptera peu à peu de confier ses souvenirs au jeune homme, qui trouvera un bonheur singulier à coucher par écrit la vie du vieux soldat. Outre les mémoires de Pontis, Pierre Thomas Dufossé publiera plusieurs ouvrages, dont ses mémoires pour servir à l'histoire de Port-Royal, publiés pour la première fois en 1739. Les mémoires de Pontis occupent une place particulière dans cet extraordinaire laboratoire des mémoires que fut Port-Royal, pour reprendre l'expression de Pascal Touvenin. En effet, il ne s'agit pas d'un récit hagiographique, où la conversion et le changement de vie du héros interviennent assez tôt dans son histoire pour que l'auteur se consacre ensuite aux fruits de cette conversion qui sont généralement à Port-Royal, la vie retirée, la prière, les œuvres de charité ou les écrits religieux. Dans le cas de Pontis, la totalité du récit concerne la vie du soldat avant sa conversion, celle-ci n'intervenant que dans les 10 dernières pages du second tome, où ne sont brièvement évoquées sa retraite à Port-Royal et sa mort. Mais commençons par le soldat Pontis, entré sous les armes dès 14 ans et qui n'en sortit qu'à 70, après 56 ans de service, sous Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. Nous sommes en 1595, Bénédicte Louis de Pontis a 15 ans et comme il nous l'explique dans l'extrait que je viens de vous lire, il rejoint Paris où il va devenir cadet dans le régiment des gardes au plus près du roi Henri IV. Il va ensuite accompagner Louis XIII dans les 3 grandes entreprises qui marquent son règne. D'abord dans les années 1617-1620, l'affirmation de l'autorité royale face aux grands féodaux, ces princes rebelles, parmi lesquels se rangea la propre mère du roi, Marie de Médicis. Pontis est alors lieutenant de la compagnie de Champagne. Ensuite, de 1620 à 1628, la campagne contre les protestants. Louis XIII veut rétablir la religion catholique comme religion officielle et mettre fin aux privilèges politiques et militaires dont bénéficiaient les protestants depuis l'édit de Nantes. Il s'engage dans une longue campagne où se succèdent les sièges et souvent les pillages et les massacres des villes défendues par les protestants. Pontis combat à Oléron en Béarn, il participe en 1620 au siège de Saint-Jean d'Angély et de Montauban. Durant le siège de Montpellier, en octobre 1622, il est gravement blessé de 2 coups de mousquet à la jambe, la gangrène s'installe et Pontis échappe de peu à l'amputation. Mais il doit garder le lit 6 semaines et le roi le rappelle à Paris, où il retrouve une place dans la compagnie des gardes de 1622 à 1627. Louis XIII lui propose la charge de lieutenant des gardes, ce qui déçoit Pontis, qui espérait devenir capitaine. Il devient un intime du roi Louis XIII, mais, écrit-il, « Ma vie était tellement mélangée et traversée que ce n'était que comme une chaîne et une suite continuelle de biens et de maux. » Après donc 5 années loin des champs de bataille, Pontis est de nouveau envoyé sur le théâtre des opérations militaires, toujours dirigées contre les bastions protestants. Et pour Pontis, la période du siège de La Rochelle, donc de septembre 1627 à octobre 1628, va être riche en rebondissements qui vont porter ce soldat de 50 ans à un premier retour sur soi et une réflexion sur sa vie passée. Lors de son séjour à La Rochelle, en effet, Pontis est approché par Richelieu, qui envoie le père Joseph auprès de Pontis pour lui proposer de se mettre au service du cardinal-ministre en devenant capitaine de ses gardes. Mais Pontis refuse, car, je cite, «
Richelieu voulait que ses officiers le considérassent comme leur souverain. C'était la condition principale sous laquelle il leur faisait entendre qu'il les recevrait à son service. Mais Pontis n'a qu'un seul maître, le roi. Il refuse donc l'offre de Richelieu. Même si Richelieu essuie ce refus d'un sourire, le cardinal gardera une rancune tenace contre Pontis et œuvrera désormais contre ses intérêts. Dans le même temps, Pontis connaît la plus redoutable des épreuves pour un serviteur du roi, la disgrâce. Durant le siège de La Rochelle, en effet, son supérieur, M. de Canaples, manque à la parole qu'il lui avait donnée de lui confier un bataillon, qu'il attribue finalement à un autre. Aveuglé par la colère et le ressentiment, Pontis porte la main sur M. de Canaples. La disgrâce est inévitable. Pontis en est conscient. Sous la violence d'un tel revers de fortune, ses cheveux blanchissent en quelques jours. Le roi maintient toutefois son amitié à Pontis et le rappelle près de lui pour connaître les détails de l'affaire. Il est gracié par Louis XIII et se réconcilie avec M. de Canaples, mais il tombe gravement malade à la suite de cette affaire. Surtout, il commence à rentrer en lui-même et médite sur sa situation. Je le cite. « Ce fut alors que je commençai à me représenter l'inconstance de la fortune des hommes. Je soupirais dans le fond du cœur de voir qu'après avoir servi si fidèlement le monde durant tant d'années, le monde me récompensait si mal. Qu'après avoir exposé 1000 fois ma vie pour le service de mon prince, j'étais sur le point de la perdre honteusement par la rigueur de la justice ou au moins de passer le reste des jours que j'avais à vivre dans l'éloignement et l'oubli des hommes. J'envisageais la misère d'un homme fugitif et vagabond qui craint tout, qui n'espère rien, qui regarde toutes les créatures comme étant bandées contre lui pour le rendre malheureux, et qui ne peut attendre que de la mort la fin de toutes ses inquiétudes et de ses misères. Telles étaient les pensées toutes humaines qui m'agitaient, et les vues basses qui occupaient tout mon esprit. Je ne savais pas encore que c'est un bonheur à un homme qui a longtemps vécu dans les armées et à la cour d'être obligé de s'en éloigner pour penser à quelque chose de plus sérieux et donner au moins le reste de sa vie à Dieu lorsque le monde ne veut plus de lui. Mais Dieu me préparait ainsi, de loin, peu à peu, en me faisant goûter les amertumes du siècle, à y renoncer un jour. Lors donc que j'étais ainsi attentif à me regarder uniquement moi-même dans toutes les suites fâcheuses de cette extrémité où je me trouvais réduit, Dieu me regarda et m'inspira la pensée de lui demander son assistance. Je lui dis avec de profonds soupirs, « Seigneur, vous connaissez ma misère, et je connais votre miséricorde. Prenez ma défense, puisque je n'ai nul défenseur. » Ma prière fut courte, mais le sentiment avec lequel je le fis fut très vif et partait du fond du cœur. Fin de citation. On voit ici le modèle augustinien des confessions, suivi par Thomas Dufossé pour la rédaction des mémoires, par cette insertion d'un chant de gratitude où le protagoniste s'adresse directement à Dieu et le prend à témoin. La dernière partie de la carrière militaire de Pontis est consacrée à la lutte des troupes françaises contre l'encerclement du royaume par les Habsbourg. Après le siège de La Rochelle, il rejoint le roi au pas de Suse en 1629 et au siège de Privas, où un de ses amis est tué lors d'une mission qui lui avait d'abord été confiée. Après l'affaire de sa disgrâce, cet autre événement l'affecte beaucoup. Il participe ensuite au siège de Pignerol, puis au fort de Montmeillan, où il échappe de nouveau miraculeusement à un boulet de canon, ce qui le fait de nouveau réfléchir. De même que les péripéties de sa vie de soldat le poussent à méditer sur la fragilité de sa condition, l'arrestation et la condamnation de grands personnages le font méditer sur l'instabilité du monde et la fugacité des réussites humaines. Après la journée des dupes, nous sommes en 1630, il est chargé de surveiller M. de Marillac, exécuté 2 ans plus tard, puis c'est au duc de Montmorency, nouvelle victime de Richelieu, qu'il capture et escorte jusqu'à Toulouse, où il est jugé, condamné et exécuté en octobre 1652. En 1635, la France déclare la guerre à l'Espagne et Pontis est nommé premier capitaine et aide de camp du maréchal de Brézé pour l'armée de Picardie qui compte 20 000 hommes. Le récit du sac de la ville de Tillemont est particulièrement détaillé par Pontis, témoin des atrocités commises par les troupes hollandaises du prince d'Orange, alliés protestants du roi de France. Pontis écrit d'eux qu'ils étaient, je cite, « tous sans Dieu, sans religion et sans raison ». Pontis tente en vain de protéger un couvent de religieuses qui sont finalement violées et tuées par les troupes hollandaises.
Louis XIII souhaite le nommer capitaine de son régiment des gardes, mais une manœuvre de Richelieu fait échouer cette nomination. Le cardinal intercepte le courrier demandant à Pontis de rentrer à Paris pour prendre possession de sa charge, et le roi finit par accorder sa charge à un autre. Poursuivant la guerre contre les Espagnols dans le nord du royaume, Pontis est fait prisonnier au Cateau Cambrésis. Le roi paie sa rançon, mais lorsqu'il rentre à Paris en 1640, Richelieu, encore lui, fait le nécessaire pour bloquer le paiement de ses appointements. Et disons-le, Louis XIII est désormais impuissant à contrer les menées de Richelieu contre Pontis. Malgré sa colère contre le cardinal-ministre, Pontis décline la proposition de Saint-Mars de prendre part à la conjuration contre Richelieu. Si la mort de ce dernier, le 4 décembre 1642, délivre Pontis d'un grand poids, celle du roi, survenue 5 mois plus tard, le laisse dans un profond abattement. Je le cite, « Cette mort m'affligea jusqu'à un tel point que je demeurai près de 3 mois, ayant l'esprit comme aliéné, ne sachant à qui m'en prendre de cette mort, cherchant tous les jours mon roi, et ne le trouvant plus, ce qui me réduisit presque au désespoir. » Fin de citation. Pontis est alors âgé de plus de 60 ans. Il reprend toutefois les armes. Résolu, écrit Dufausset, à traîner les restes de cette misérable vie comme je pourrais, en suivant le cours du torrent du siècle qui m'emportait comme les autres. Il part avec le régiment de la Reine pour la campagne contre les impériaux, le duc de Lorraine et le duc de Bavière. Après une résistance héroïque, il est contraint de se rendre et demeure 3 mois prisonnier à Augsbourg. Nous sommes en 1652. C'est la mort soudaine d'un ami devant lui qui le place sur le chemin de la conversion véritable. Je le cite. « Une mort si étonnante me fit faire une très sérieuse réflexion sur l'incertitude de cette vie, sur l'inconstance des choses de ce monde. Je me disais souvent à moi-même « Quoi, cet homme se portait bien il y a un quart d'heure et le voilà mort en un moment. Je puis donc mourir en un instant comme lui. Et que deviendras-tu alors, pauvre misérable? Il est temps d'y penser. C'est peut-être à toi que Dieu parle par cette mort. » Il s'en ouvre à un ami venu visiter le défunt qui lui conseille de s'adresser à un directeur spirituel. Et après la Fronde des Princes en 1652, je cite Pontis, « Dieu permit enfin qu'après divers retardements, j'eus le bonheur de renoncer tout à fait au monde et de me retirer en une sainte solitude où, en repassant toutes les traverses et tous les périls de ma vie, je le bénis et lui rends grâce tous les jours de la miséricorde si rare et si grande qu'il m'a faite, de me conserver ce reste de vie pour expier et pleurer mes fautes passées. » Pontis meurt à Port-Royal en 1670, âgé de 90 ans. Voici brossé à grands traits 56 ans de la vie d'un soldat blanchi sous le harnais. Alors pourquoi lire encore les mémoires de Pontis? D'abord pour le caractère spontané, naturel, presque naïf du récit de Thomas Dufausset, qui nous restitue la ridesse et le pittoresque de la vie des troupes sous Louis XIII, à travers des dizaines d'anecdotes. Ainsi les multiples blessures auxquelles Pontis, véritable force de la nature, a la fortune de survivre. Il est d'abord malade de la jaunisse en 1620, puis réchappe d'un coup de carabine. En 1621, au siège de Montauban, il reçoit de la poix bouillante sur le visage et le corps, puis reçoit un éclat de mur dans l'estomac. L'année suivante, à Marmande, il est gravement blessé par un coup de brin d'estoc, c'est-à-dire un bâton ferré. Il eut le corps percé de part en part, et Thomas Dufausset raconte ainsi sa déroute, soutenu par un fidèle soldat. « Me coulant ainsi, appuyé sur mon pauvre soldat, il nous arriva un nouveau malheur qui pensa nous mettre au désespoir, qui fut un coup de mousquet que Mutonis, mon brave soldat, reçut dans le bras. Il eut alors presque autant besoin de secours que moi, et c'était à la vérité quelque chose de très pitoyable de voir ainsi 2 hommes tout couverts de leur sang et tout estropiés n'avoir de secours que l'un de l'autre. Pour moi, me soutenant d'une main sur le bras de mon soldat, qui n'était point rompu, je bouchais avec l'autre main l'entrée de ma plaie, par laquelle il sortait beaucoup de sang. Il paraît presque incroyable comment, en l'état où nous étions, nous pûmes entreprendre de gagner le bord de la rivière. Mais que n'entreprendrait-on point pour l'amour de la vie? Fin de citation. Sa blessure met 6 mois à se refermer, suffisamment pour lui permettre de marcher. Mais dès le siège de Montauban l'année suivante, nous l'avons vu tout à l'heure, Pontis est gravement blessé de 2 coups de mousquet dans la jambe qui s'infectent et il échappe de peu à l'amputation comme nous l'avons vu plus haut. Autre trait de la vie militaire que nous rapporte Dufausset, les grandes amitiés.
Pontis ne tarit pas d'éloges sur Monsieur Zamet, maître du camp du régiment de Picardie, qui l'admire pour son courage autant que pour sa piété. Je le cite, « Il se forma une union si étroite entre nous deux que la mort même ne l'a pu rompre, puisque je la sens encore à présent si fortement gravée dans mon cœur, 34 ans après avoir perdu cet ami, que je ne peux ni penser à lui ni en parler sans être touché plus que je ne le saurais exprimer. Aussi est-ce une chose assez rare de trouver un ami de cette trempe. Pour moi, je n'en ai jamais connu. Il n'y a que ceux qui ont beaucoup de cœur, j'entends de ce cœur de vrais amis, qui connaissent et qui comprennent ce que je dis. » Fin de citation. Enfin, le récit regorge d'anecdotes tragicomiques, comme cet épisode où Thomas Dufossé relate l'attaque de voleurs dont Pontis fut victime avec son compagnon de route, un brave chanoine, dans la forêt de Raucourt. Combattant dos à dos, les deux hommes mirent en déroute une dizaine d'assaillants et parvinrent à s'enfuir avant d'apprendre la capture des brigands. Citons encore le siège de la ville protestante de Nègrepelisse, en juin 1622, qui fut suivi du massacre de la population par les troupes royales. Pontis relate comment il sauve une jeune fille des outrages des soldats par un stratagème inattendu. Je lui laisse la parole. Comme quelquefois les meilleurs endroits pour se cacher ne sont pas les plus reculés, mais ceux dont on se doute le moins pour être les plus visibles, je crus qu'une grande génisse, que j'avais fait tuer le jour de devant et qui était encore tout entière pendue de haut en bas dans ma hutte, pourrait bien servir à mon dessein. Je tournai le côté du ventre contre la muraille et fis mettre ma prisonnière dans le corps de cette bête pour voir si elle y serait cachée. La chose me réussit fort bien, car la crainte d'un péril si présent l'aidant à se proportionner à ce petit lieu qui était le seul qui l'a pu sauver, elle s'y resserrait et s'y rapetissait d'une telle sorte qu'on ne l'y voyait point du tout. » Fin de citation. La jeune fille reste ainsi dissimulée jusqu'à la fin du pillage de la ville. À travers les différents extraits proposés jusqu'ici, le récit se révèle impétueux, mêlant la relation historique à la verdeur du style militaire, à l'image d'ailleurs de son héros, jeune cadet superbe, insolent même, familier des stratagèmes et des boutades, en actes comme en paroles. Du moins, si l'on s'en réfère à la première édition des Mémoires, celle de 1676. Curieusement, à peine l'encre de cette première parution était-elle sèche, que les messieurs de Port-Royal s'attelèrent à la préparation d'une seconde édition profondément remaniée, qui paraît 2 ans plus tard, en 1678. Quels furent les changements apportés par les messieurs? Et surtout, pourquoi une telle hâte à transformer ainsi le texte de Thomas Dufossé? En plein règne de Louis XIV, Pontis est déjà un personnage de l'Ancien Monde, dont il faut polir les rudesses et adoucir le tempérament emporté. Ainsi, on corrige un « je me disposais à faire marcher droit tout le monde » en « je m'apprêtais à soutenir l'honneur et l'autorité du roi ». Ou bien « je me battis furieusement avec le peu de soldats que j'avais » devient « je me battis tout le plus longtemps que je pus ». Par un souci moderne de bienséance, les messieurs de Port-Royal suppriment l'humour truculent qui moque le dépit des grands, comme dans ce commentaire « Monsieur de Rantzau se rongea longtemps les ongles après ce dépit », qui devient « il s'ennuya et se chagrina fort ». Le langage s'en trouve forcément corrigé. Modernisé, épuré, la langue perd de sa saveur baroque, comme dans l'emploi de l'adverbe « merveilleusement », caractéristique de ces années Louis XIII. Ainsi, l'expression « j'eus merveilleusement envie » devient un banal « j'eus grande envie ». Un merveilleux concert devient un simple concert très charmant. Le pathétique et l'expression de la sensibilité deviennent de plus en plus délicats. On ignore ainsi le désir qu'éprouve Saint-Preuil, l'ami de Pontis, à l'égard d'une jolie meunière, au profit d'une extrême sensibilité. L'expression « il était gagné par cette femme » est atténuée en « il était touché et vaincu par ses larmes ». Si vous souhaitez approfondir cette question des corrections et de la transformation du texte, je vous renvoie à l'ouvrage d'André Villard qui a édité le texte des Mémoires en 2000. Mais la question demeure. Pourquoi de telles transformations, juste après la première parution des Mémoires? L'enjeu est clairement politique. Il y va de la survie de Port-Royal.
La paix de l'Église avait offert aux messieurs de Port-Royal le temps et la tranquillité nécessaires pour revoir et publier les pensées de Pascal en 1670 ou les considérations sur les dimanches et fêtes à partir des notes de Saint-Cyran. La publication des mémoires de Pontis se fit, elle, dans la précipitation, car les nuages s'amoncelaient déjà au-dessus de Port-Royal. La mission posthume confiée à Pontis était celle de démontrer sa fidélité indéfectible au souverain, comme celle de ses amis de Port-Royal. Mais les messieurs comprirent qu'il fallait aller encore plus loin pour prouver à Louis XIV leur loyalisme. Le temps pressait, ce qui explique la hâte avec laquelle on corrigea puis publia une nouvelle version des mémoires. Le courage et les aptitudes de Louis XIII étaient mis en avant afin de glorifier indirectement son fils Louis XIV. La société de fidélité et les relations très fortes d'homme à homme qui s'établissaient entre un grand seigneur et un petit officier étaient révolues. Il fallait rassurer Louis XIV quant à sa supériorité sur ces sujets, et en particulier ceux de Port-Royal. Ainsi, lorsque Pontis parle de l'amitié qu'il a avec le duc du Maine, les messieurs de Port-Royal corrigent avec la protection que ce prince avait à mon égard. Ces rapides remarques ont, je l'espère, permis de suggérer combien ces mémoires sont à la fois une célébration de l'homme de guerre, dans leur version de 1676, en même temps qu'un tombeau de l'officier baroque, dans l'édition remaniée de 1678. Par un merveilleux jeu de surimpression, le visage de Pontis se dédouble, insolent et épique en 1676, plus sage et plus mesuré en 1678. Pourtant, la force de sa trajectoire, la radicalité de sa conversion demeurent intactes. À vous donc de décider sur lequel des deux chemins vous voulez suivre Pontis. Je vous remercie.